Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Michel Festivi. Bonjour Monsieur Festivi. Bonjour, monsieur Robin. Alors, je vais tout de suite vous excuser pour votre voix parce que vous avez subi récemment une opération et donc Hmm, vous avez une voix un peu éraillée. voyez. Euh, voilà, donc vous allez faire de votre mieux et je compte sur la compréhension de notre public. Mais vous allez nous dire des choses passionnantes, notamment sur Staline et son rôle dans la guerre d'Espagne. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous interviewer. Alors déjà, je vais commencer par vous présenter et ensuite je vous présenterai les questions que je vous ai préparées. Donc vous êtes, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, avocat, enfin vous avez été avocat honoraire, ancien Hmm, bâtonnier de l'ordre hmm, entre 95 et 96 et ancien membre du Conseil de l'ordre. Vous hmm. avez publié 5 livres à ce jour, tous édités par les éditions du Alpha et qui peuvent être commandés sur Amazon ou sur le site de votre diffuseur, donc France Phi, donc phi.com. Alors, la première question vous a été posée par un citoyen sur le nouveau média dont je m'occupe, qui s'appelle Question R, que vous avez pu découvrir à cette occasion, donc je vous la montre, et je la montre à nos spectateurs. Alors, je vous la lis. Dans votre livre Les griffes de Staline sur l'Espagne républicaine, 1936-1939, qui est ce livre donc, que vous venez de faire paraître, Hmm. avez-vous indiqué comment Staline a réussi à s'emparer de tous les rouages de l'État révolutionnaire républicain espagnol à partir de 1936? Question classée dans la partie histoire, évidemment. Alors, je vous laisse la parole. Mais écoutez, oui, c'est à partir du moment où la guerre civile a repris en juillet 1936, la Troisième Internationale et Staline ont décidé d'appuyer la zone révolutionnaire espagnole. Et à ce moment-là, Staline a investi cette zone avec ses conseillers militaires. Il a envoyé en Espagne énormément de membres du NKVD, des hommes à lui, des tankistes, des aviateurs, pour aider les républicains espagnols. Et, bien entendu, il a commencé à prendre pied dans cette zone. Et immédiatement, grâce à la complicité des gauches espagnoles, il s'est emparé quasiment de la moitié de l'or de la Banque d'Espagne, qu'il a réussi à faire venir à Moscou. Et à partir du moment où il s'est emparé de l'or espagnol, il avait les moyens techniques de livrer les armes à ceux qui le soutenaient et à faire du chantage au gouvernement révolutionnaire espagnol en lui disant « Je vous livre des armes à la condition que vous placez tels ou tels hommes à moi dans votre gouvernement. » Ensuite, il a réussi à envoyer les brigades internationales, plus de 30 000 combattants communistes, et grâce à ces deux choses, il a pu petit à petit investir totalement la zone révolutionnaire espagnole. Très bien. Donc c'est vraiment intéressant parce que moi je ne l'avais jamais entendu avant que vous le disiez. C'était dans une précédente interview, mais vous n'aviez pas encore écrit le livre. Et là, vous l'avez mis noir sur blanc et vous l'avez bien détaillé. Donc je vais vous poser une autre question. Maintenant, ce sont mes questions à moi. Donc sur ce nouveau livre que vous faites paraître, à chaque fois qu'on nous parle de la guerre d'Espagne dans les médias, c'est le nom de Staline qui n'est jamais mentionné. Par contre, celui d'Hitler l'est souvent, comme soutien des forces nationalistes de Franco, ce qu'il était en effet. Or, vous démontrez dans votre livre que Staline a eu un rôle au moins aussi important que celui d'Hitler. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Alors, il a eu un rôle plus important, beaucoup plus important, puisque, comme je viens de l'expliquer, il maîtrisait complètement la zone révolutionnaire espagnole. Alors que Hitler et Mussolini ont vendu des armes à Franco, ont envoyé des hommes, mais ils ne maîtrisaient pas Franco. Franco était libre de faire ce qu'il entendait faire, et Franco n'était pas pieds et poings liés par Hitler et Mussolini. Les armes, il les payait à crédit, ce qui est tout à fait différent, puisque il contestait les additions, il contestait les factures, il payait petit à petit, et dès que la guerre civile a été terminée, Hitler et Mussolini ont quitté l'Espagne. Alors que si les révolutionnaires
avait gardé le contrôle de l'Espagne, Staline serait resté en Espagne. Et l'Espagne serait devenue un condominium soviétique. Très bien. Une précision très importante, vous voyez, même moi qui étais soi-disant au courant, en fait, je ne savais pas tout. Alors, troisième question, là aussi c'est souvent oublié, mais à cette époque, Staline venait de commettre le génocide ukrainien. Je rappelle, c'était entre 1932 et 1933. Et donc, les historiens, souvent, ont réécrit l'histoire une fois de plus pour faire passer la gauche pour le camp du bien. Est-ce que là aussi, j'ai bien compris ou pas? Oui. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Staline n'est pas intervenu directement en Espagne. Il a fait un historien britannique, Burnett Bulletin, emploie le terme de grand camouflage. En fait, il est intervenu par communistes et socialistes espagnols interposés. Officiellement, il n'intervenait pas, ou très peu. Et en réalité, c'était ces hommes à lui qui commandaient complètement la zone révolutionnaire espagnole et qui imposaient leur loi sur la zone révolutionnaire espagnole. Voilà, c'est très clair. Et je le démontre dans mon livre. Donc c'était une relation, pour préciser, qui était plus importante que celle entre Hitler et Pétain, par exemple. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, et c'est tout l'objet de mon livre, c'est que si Staline a pu s'implanter rapidement dans la zone révolutionnaire espagnole, c'est que le terrain politique avait été préparé par les socialistes et les communistes espagnols qui déjà depuis plusieurs années avaient tenté d'abattre les institutions républicaines, notamment en prenant les armes contre la République en octobre 1934. C'est très important à comprendre. Ça, on en avait déjà parlé, effectivement, donc vous avez dû en parler dans vos autres livres. Alors, quatrième question, quels étaient les buts géopolitiques de Staline en Espagne et de sa stratégie? Bon, vous en avez déjà un peu parlé, mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, alors Staline voulait, en intervenant en Espagne, que les démocraties occidentales, la France et l'Angleterre, et l'Allemagne et l'Italie se combattent. Il espérait qu'il y aurait une conflagration entre ces puissances pour les affaiblir et les éloigner de la frontière soviétique. Et il comptait beaucoup là-dessus. Mais en fait, il a perdu parce qu'il y a eu la conférence de Munich en septembre 1938 et finalement, Staline a compris qu'il valait mieux qu'il se rapproche d'Hitler plutôt que le contraire, et c'est ainsi qu'il va signer le pacte germano-soviétique avec Hitler en août 1939. Tout à fait. Alors, ensuite, justement, donc c'est la guerre civile en Espagne. Quelle fut la nature de cette guerre civile? Est-ce qu'on peut parler de la première bataille de la Deuxième Guerre mondiale d'après vous? Alors, oui et non. Oui, parce que cette guerre a mis en cause des armements modernes. L'aviation, notamment les avions soviétiques, étaient de très haut niveau, des tanks, de l'artillerie, de la DCA. Mais non, parce qu'il n'y a pas eu, comme en France, en mai-juin 40, de blitzkrieg en fait. Il n'y a pas eu le couplage aviation, tank, infanterie. En Espagne, il n'y a pas eu ça. Et notamment, on ne peut pas parler de première bataille de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'en Espagne, c'était le communisme qui affrontait le nazisme, le fascisme italien. Alors que en mai-juin 40, Hitler s'étant allié avec Staline. Le communisme était allié avec Staline contre les démocraties occidentales. Donc c'est pas la première bataille de la guerre civile, de la Deuxième Guerre mondiale, mais les militaires français auraient bien fait
de s'y intéresser à cette guerre civile espagnole pour prendre des leçons en vue des futurs combats de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, Franco, vous en parlez aussi dans votre livre, comment est-ce qu'il s'est comporté vis-à-vis d'Hitler et de Mussolini? Alors, Hitler et Mussolini ont aidé Franco, c'est incontestable, on ne peut pas le nier. Mais encore une fois, ils ne l'ont jamais aidé au point d'investir la zone nationale. La zone nationale était totalement commandée et prise en charge par les partis politiques qui soutenaient Franco, et Franco est toujours resté le maître chez lui. La meilleure preuve, c'est que dès que la guerre civile a pris fin, Hitler et Mussolini ont quitté l'Espagne. Et l'Espagne est restée neutre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Jamais elle n'est entrée en guerre avec Hitler et Mussolini. Elle est restée d'une neutralité très forte, ce qui a beaucoup aidé les Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, ça s'est mis au crédit un peu de Pétain d'ailleurs, me semble-t-il. Oui, Voilà. oui, Mais il faut rappeler que l'Espagne était quand même assez faible. Elle sortait de 2 oui, ans de elle guerre civile. sortait, elle était ruinée. Elle sortait de 3 ans de guerre civile et de 5 années de révolution permanente avant la guerre civile. C'est ça. Alors en France, c'était le Front populaire hein, au moment de cette guerre civile, notamment en tout cas. Et alors quelles ont été les actions de ce Front populaire et donc de la France, hein, c'était le gouvernement de la France, par rapport au soutien des révolutionnaires espagnols? Alors le Front populaire français a énormément aidé le camp révolutionnaire espagnol. Il l'a aidé de manière cachée parce qu'il avait signé le pacte de non-intervention en août 1936 à Londres. Mais il y a 3 ministères qui ont énormément aidé le Front populaire espagnol. C'est le ministère de l'Air avec Pierre Cotte, qui a livré énormément de matériel, d'armes et d'avions à l'Espagne. C'est le ministère des Finances avec Vincent Auriol et le ministère des Affaires étrangères avec Yvon Delbos. Ces 3 ministères ont en cachette énormément aidé financièrement et matériellement les révolutionnaires espagnols. Et alors, Cotte, il n'était pas communiste? Non, il était radical socialiste. D'accord. Bon. Et les communistes français et internationaux, avec l'argent de Moscou, ont créé une société, France Navigation, qui a acheté des centaines de bateaux, et qui ont livré des armes à l'Espagne révolutionnaire par les ports de Barcelone, Alicante et Carthagène. Et après la guerre, ces bateaux, le Parti communiste français va les garder. Oui, et c'est ce qui est étonnant dans cette réécriture de l'histoire, c'est que ça devient inconscient. C'est que, évidemment, le camp républicain est diabolisé de fait de son alliance avec Mussolini et Hitler, mais le camp adverse n'est pas diabolisé alors qu'il était allié avec Staline. Oui. Et c'est quand même dingue. Bon, c'est toujours la même histoire. Exactement. C'est quand même l'intérêt principal, je trouve, de votre livre, c'est de remettre les choses en ordre, l'église au milieu du village. Alors, en cas de victoire des fronts populistes sur les nationaux, aurait-on assisté en Espagne, d'après vous, à un premier essai de démocratie populaire? Ah ben totalement. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, et je le cite dans mon livre. C'est un marxiste, anti-stalinien, membre du POUM, un parti trotskiste si on veut, qui sera combattu par les staliniens espagnols. Julián Gorkin, qui a écrit un livre après la guerre civile, Espagne, premier essai de démocratie populaire. C'est incontestable. Tous les témoignages vont en ce sens. J'en cite énormément dans mon livre. Des témoignages incontestables d'hommes de gauche qui disent si Franco avait perdu la guerre civile, l'Espagne serait devenue une colonie soviétique. Oui, parce qu'on rappelle que démocratie populaire, c'est pas du tout démocratique ni populaire. Non, hein, c'est le contraire.
Voilà. On a eu l'exemple, malheureusement, avec l'URSS. Et d'ailleurs, en Espagne, les communistes staliniens ont appliqué les mêmes méthodes révolutionnaires qu'ils appliqueront après 1945 dans les pays de l'Est, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Pologne, partout. C'est pas étonnant. Et ça, on n'en parle jamais. Là aussi, c'est ça qui rend votre livre très intéressant. Il n'y a pas eu d'autres livres faits sur le sujet si vous avez... Espagne, il y en a eu. En Espagne, non, mais je parle en France, parce que c'est quand même important. Très peu. Fou. Très peu. Et comment ça se fait, d'après vous? Parce que l'historiographie française est dominée par les universitaires de gauche. Et si on veut publier, si on est universitaire et qu'on veut faire carrière, on ne peut pas se le permettre. Moi, je suis avocat de formation, mais historien de passion. Je suis un homme libre. Je vis une partie de l'année en Espagne, comme vous le savez. Je connais très bien ce pays. J'ai énormément lu. Je me suis beaucoup documenté. Et donc, je peux écrire la vérité. Oui, et ça me permet de dire que, aussi bien chez les historiens que chez les journalistes, souvent le meilleur travail est fait par des gens qui ne le sont pas de métier. Je citerai mon ami Mathieu Sirvin, qui a écrit vraiment le livre, pour moi, sur la Chine communiste face à la France. Et donc, lui, il n'est pas journaliste de métier. Et tout comme mon maître à penser, qui a préfacé mon livre, Pio Moa, un grand historien espagnol, n'est pas un universitaire de formation. Voilà. C'est ça. Mais il n'y a pas besoin de diplôme ni de carte de presse pour être journaliste. Il a travaillé très longtemps à la fondation Pablo Iglesias du Parti socialiste espagnol. Et il a eu en main des documents incontestables qui ont fait que ses bouquins ont un très gros succès en Espagne. D'accord. Et évidemment, il est inconnu en France pour les mêmes raisons indiquées plus haut. Donc, ça, c'était très intéressant. Et maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions si vous avez encore la voix. Bien sûr. OK. Parce que vous avez écrit 5 livres en tout, je le rappelais. Et donc, j'ai préparé une question par livre, voilà, pour qu'on fasse un peu le tour et que ça permette aux gens qui ne vous connaissent pas de découvrir un peu ça. Donc, vous avez écrit « Les trahisons des gauches espagnoles, 1930-1936 ». Alors, ma question est la suivante. Pourquoi les gauches espagnoles ont-elles trahi les institutions de la Deuxième République? Tout simplement parce qu'en 1931, lorsque la Deuxième République s'installe, les gauches sont majoritaires à ce moment-là au Cortés. Elles établissent une constitution républicaine, parlementaire, et lorsqu'elles vont perdre les élections en 1933, elles vont prendre les armes contre les institutions républicaines en octobre 1934 pour les abattre parce qu'elles ne supportaient pas avoir perdu le pouvoir par les urnes. C'est aussi simple que ça. Et on retrouve toujours encore, aujourd'hui, dans les gauches françaises et européennes, cette même prégnance. On refuse de perdre les élections. C'est pas possible que les gauches perdent les élections. Certes. Bon, alors quand même, ils ont reconnu avoir perdu, je veux dire, Jospin, qui n'a même pas été au deuxième tour. Ou voilà, ils ont un peu dépassé ça quand même. Chaque fois qu'elles perdent, elles font un troisième tour social, révolutionnaire, dans les rues. C'est vrai. Souvent. En tout cas, elles essayent. Et oui, c'est la menace. Si on a entendu ça combien de fois de la part de Mélenchon, si le Rassemblement national arrive au pouvoir, on sera dans la rue pour l'en empêcher. Voilà. Ça, typiquement. Alors, vous avez écrit un autre livre qui s'intitule « L'Espagne ensanglantée, 1880-1939 ». Donc, l'Espagne, effectivement, est une de vos marottes, on va dire. Et donc, les gauches espagnoles ont-elles pris les armes contre le gouvernement républicain espagnol? C'est un peu la même... oui. Alors, dans ce livre, j'approfondis la violence révolutionnaire qui a eu cours en Espagne, notamment avec tout le courant anarchiste qui a été très important en Espagne. Le courant anarchiste violent, meurtrier, terroriste, et qui a joué un rôle considérable, notamment pendant la guerre civile. Donc, dans ce livre, j'approfondis beaucoup ce volet de l'histoire espagnole.
qui mérite d'être approfondi parce qu'on ne le connaît pas, hein, tout simplement. On nous en a jamais parlé. Et puis alors, vous êtes aussi l'auteur du livre sur Miguel Primo de Rivera, qui était, selon vous, un dictateur éclairé pour régénérer l'Espagne 1923-1930. C'est le titre de votre livre. Alors, quelles furent les réformes économiques et sociales qu'il a mises en place? Alors, la parenthèse de Miguel Primo de Rivera a été une parenthèse extraordinaire. Entre 1923 et 1930, et si son régime avait pu perdurer, on aurait sans doute évité la guerre civile. Parce que pendant ces 7 années, il a mis en place en Espagne des réformes économiques et sociales que je détaille dans ce livre, absolument considérables. Et qu'il a créé des routes nationales, il a électrifié le pays, il a irrigué les fleuves, irrigué les zones agricoles en canalisant les fleuves. Il a créé Iberia, il a créé des entreprises de production pétrolière, d'automobiles, de ferries, de locomotives. Ça a été extraordinaire. Une croissance économique de 5 à 7% par an. Il a créé des lois sociales au bénéfice des travailleurs espagnols. Et il n'y a eu aucune violence politique. Il a pacifié le Maroc. Enfin bref, ça a été une parenthèse absolument incontestable dans ce marasme espagnol. Et alors pourquoi vous dites qu'il était un dictateur malgré tout? C'était un dictateur parce qu'il avait supprimé le parlementarisme qui ne faisait plus rien et il n'avait pas organisé d'élection au sens du suffrage universel. Mais il avait créé des assemblées corporatistes avec des membres élus et des membres nommés, un mixage. C'était pas un vrai régime parlementaire. Donc c'est une dictature éclairée, voilà, autoritaire, mais pas au sens ni fasciste, ni nazi, ni communiste. Très bien. Et alors, dernier livre que vous avez écrit, c'est La désinformation autour du Parti communiste français. J'aime bien, vous faites Parti communiste et plus loin français, parce que selon vous... Entre guillemets, français. Oui, entre guillemets, c'est ça. Et alors, est-ce que le Parti communiste français, entre guillemets, a trahi la France et les Français? Bon, la réponse est assez claire, mais est-ce que vous avez des exemples précis que vous pourriez donner? Ah bah, il a trahi la France en s'alliant avec Staline, en approuvant le pacte germano-soviétique, ce qui a permis à l'Allemagne de nous attaquer. Donc c'était une trahison incontestable. Ensuite, lorsque les Allemands ont occupé la France, le Parti communiste français a pactisé avec les nazis. Il a proposé aux nazis que la presse communiste puisse de nouveau paraître. Et c'est le gouvernement de Vichy qui a mis le holà, mais pas les nazis. Ensuite, avant la guerre, une fois le pacte germano-soviétique signé, il a participé au sabotage de la défense nationale et il n'est entré en guerre contre les nazis qu'après l'invasion par la Wehrmacht de l'URSS. Donc incontestablement, et je le démontre dans ce livre, le Parti communiste français et les communistes français qui n'ont pas rompu avec Moscou ont trahi la France et les Français. Ce livre le démontre. Ils avaient été interdits pour ça d'ailleurs, hein, par Daladier qui lui-même avait signé Munich, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et alors, je suis assez tenté de vous poser une dernière question bonus, parce que, sans vouloir abuser de votre voix, mais je suis ici en Polynésie, comme chacun sait, vous devrez savoir, et en ce moment, il y a un cher ministre qui est présent ici, je ne sais pas si vous savez qui c'est, d'autant qu'il a des liens très importants avec l'Espagne, c'est Manuel Valls. Manuel Valls, oui. Ah, il est en ce moment ici, en Polynésie. Il fait la tournée des popotes pendant une semaine. Alors, c'est un peu des vacances, j'imagine, pour lui aussi. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui? Vous le connaissez bien. Il s'est présenté à la mairie de Barcelone, je ne sais plus quand. Est-ce que ça, c'était une trahison? Est-ce que le fait qu'il soit redevenu ministre aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors,
Manuel Valls, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, est issu d'une famille très riche de Catalogne, très très riche, qui n'a jamais combattu le franquisme. Au contraire, Manuel Valls prétend que sa famille aurait quitté l'Espagne à cause du franquisme. C'est archi faux. Ça déjà, premièrement, il a totalement menti sur ce point. Ensuite, avec la Nouvelle-Calédonie, je crois qu'il a eu un rôle très trouble qui, à mon avis, va incontestablement avantager la Chine et le Parti communiste chinois. Et j'espère qu'il n'est pas en train de faire la même opération avec la Polynésie française. J'espère aussi, parce qu'en effet, alors vous faites référence aux accords qui viennent d'avoir lieu, qui créent une sorte d'État dans l'État en Nouvelle-Calédonie et qui est une étape de plus vers l'indépendance. Mais ce que je retiens aussi de Manuel Valls, c'est qui est peu su, mais je l'ai pourtant révélé en 2014, c'est qu'il avait un ami nazi. Alors, on connaît tous son histoire de je veux plus de blanc, de blancos, de white, etc. Ce qui était déjà pas terrible pour un socialiste, enfin pour n'importe qui, mais on oublie que les socialistes étaient des racistes. Hein. Dans le passé, historiquement, c'est le parti des racistes. Hein. Mais j'ai démontré, donc, parce que j'avais enquêté, on m'avait envoyé un livre qui le démontrait, qu'il avait un ami nazi. Et même Valeurs Actuelles s'en était fait un peu l'écho, mais c'était pas aller plus loin. Est-ce que ça vous surprend? Ben, ça ne me surprend pas trop, parce que en fait, ce que je voudrais rajouter, c'est que Manuel Valls s'est présenté à la mairie de Barcelone il y a quelques années. Il a pris une piquette monumentale, parce que les Catalans sont très racistes. Et en fait, pour les Catalans, Manuel Valls n'était pas assez catalan. Donc ils l'ont éjecté. Bien, ben, ce sera la conclusion de cette interview. Alors, si vous me permettez de rajouter, c'est que tous les livres sont disponibles et en vente, ont été publiés par du Alpha et sont en vente sur tous les sites, Amazon ou autres. On peut les trouver très facilement. Et donc le dernier, voilà, Les Griffes de Staline. Je recommande vraiment chaudement ce livre parce que, ne serait-ce que, alors ça sera peu par rapport au torrent de propagande inverse qu'on reçoit, mais au moins ça a le mérite d'exister et je vous remercie pour ce travail salvateur. Ça a le mérite d'exister. Voilà. Et vous avez vraiment du courage pour présenter ça parce qu'évidemment, on va vous traiter de tous les noms. Bon, ça on connaît. J'ai l'habitude. Je m'en fiche. C'est fou quand même parce que Staline, c'était quoi, 40 millions de morts à peu près? À peu près, oui. Et vous savez que quand il est mort en 1953, on a fait une minute de silence à l'Assemblée nationale et il y a eu des obsèques et toute la classe politique française a honoré Staline. Bon, mais je dirais que alors ça c'est terrible évidemment, mais là, au moins la 4e République, elle a fait l'OTAN, elle était du côté occidental, alors que c'est De Gaulle avec la 5e République qui s'est vraiment mis du côté, alors Staline était décédé, mais il s'est vraiment mis du côté russo-chinois et tiers-mondiste, alors que la 4e, on ne sait pas pourquoi, parce que le Parti communiste était très puissant. Elle était plus atlantiste, c'est vrai. Elle était beaucoup plus, infiniment plus atlantiste, c'était le jour et la nuit, alors que c'est souvent le même personnel politique. D'ailleurs, Mitterrand a traversé la 4e et est devenu président. Donc, c'est vraiment sous l'impulsion de De Gaulle que la France a basculé du côté de l'URSS au pire des moments. Alors qu'au moins, alors là, vous me donnez un petit coup sur mon moral, parce que la 4e, pour moi, c'était quand même mieux que ça, mais faire une minute de silence à Staline, c'est vraiment horrible, quoi. Je sais même pas. 1953. Est-ce qu'on l'a déjà fait, ça, pour un président américain ou... Je pense pas. Voilà, je pense pas non plus. Mais la France est ultra pro-américaine, bien sûr, selon... Le Sénat avait refusé, mais l'Assemblée nationale l'avait fait. Bon. C'est vrai qu'il y avait une forte proportion de communistes, mais ils n'avaient pas la majorité. Hein, donc... Et notamment, il y avait Pierre Cotte, qui était un stalinien convaincu. Ah, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai demandé, et vous m'avez dit c'était un radical socialiste. Oui, mais c'était un radical officiellement. Ah, on est d'accord, alors. Voilà. Il me semblait bien. Parfait. Eh bien, écoutez, Monsieur Festivi, merci beaucoup pour ce festival de scoop, en fait, historique. En France, là, les gens qui nous écoutent doivent tomber des nues parce que c'est une réécriture de l'histoire impressionnante qui se fait à bas bruit, comme ça, en douce, sans en avoir l'air, mais qui finalement nous programme ensuite à penser que la gauche, c'est le camp du bien et que la droite, c'est les fachos, les réacs et les salauds, finalement.
Donc je vous remercie pour avoir réécrit à l'endroit cette histoire de l'Espagne et d'avoir relevé les liens incestueux et morbides avec l'ogre Staline. Merci À très beaucoup. bientôt. Et puis bon rétablissement à vous et merci pour Merci. ces efforts pour votre voix. À Merci. bientôt.